Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver dans votre hebdo-journal, dont voici d'ailleurs les titres. Nous parlerons des vœux des commerçants au Cartésien, course en cours au collège Jean Rostand, le 100e anniversaire de Madame Villain au trèfle d'argent, des bandes dessinées à la médiathèque, et nous terminerons par les archives de Beffroi Vision. Alors, commençons par justement ces vœux. J'attire votre attention pour vous dire que tous les commerçants n'ont pas été consultés pour différentes raisons. Absence ou simplement indisponibilité, c'est tout simple. Ou il n'était pas là, ou il n'a pas voulu le faire. Mais le travail a été réalisé par Claude Delcourt et André Bianco. Alors, nous sommes déjà en 2025. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Cartésiens? Qu'est-ce qu'il faut dire aux Cartésiens? Comme chaque année et comme toujours, surtout une bonne santé à tous les Cartésiens. Après, du bonheur, santé, bonheur. Forcément un peu d'argent parce qu'on en a tous besoin, hein, mais d'abord la santé parce que sans ça, on ferait rien. Voilà. Du bonheur, et de manger beaucoup de pain. D'accord. Hein? Oui. Je pense que le message est passé. Oui. Bien. Merci. Eh ben, tout ce que les Cartésiens souhaitent, l'argent, le bonheur, la santé, le travail, un épanouissement total, pour les gens qui ont des difficultés, que tout se solutionne. Et puis voilà, je vous souhaite que le meilleur. Je suis dit que nous sommes ici à Café Beffroi, c'est bien ça? C'est Café Beffroi, voilà. Alors il n'y a plus de Beffroi, hein, puisqu'on a quitté le centre-ville depuis quelques années maintenant. Mais on pense bien en faire reconstruire un dans quelques temps ici. D'accord, hein? Ok. Bon alors, nous sommes déjà en 2025. Qu'est-ce que vous dites aux Cartésiens? Eh bien, bien évidemment, je leur souhaite le meilleur. Hein, une très bonne année à tous les Cartésiens. Et toute l'agglomération du Cateau d'ailleurs. Hein, et à tous ces gens, je leur souhaite aussi une très bonne santé. Hein, c'est surtout ça aujourd'hui qui fait qu'on est bien ou pas bien. Parce qu'une fois qu'on n'a plus la santé, malheureusement, il n'y a plus rien. Hein. Donc une très bonne année à tout le monde. Bonne et heureuse année à tout le monde. Profitez bien de cette année, qu'elle vous soit plein de bonnes choses. Et des bonnes pizzas. Et de très bonnes pizzas, bien sûr. Eh ben, les meilleurs vœux, et puis la santé, comme on dit toujours, hein, c'est ce qui apporte. Et puis, tant pis si ça pique, encore pour plusieurs années. Bon bah écoutez, tout le meilleur du monde. Beaucoup de bonnes choses, de la santé, évidemment la santé, elle passe aussi par le bien manger, donc évidemment il y aura toujours à trouver chez nous de quoi bien se nourrir de manière locale et de manière saine, évidemment du bonheur, des bons moments passés en famille avec les amis, des festivités évidemment sur le Cateau auxquelles on participera également. Voilà, tout le meilleur pour tout le monde. Meilleurs vœux à toutes les Cartésiennes. Je souhaite une très belle année aux Cartésiens. Voilà. Ok. Donc c'est une bonne année 2025. Oui, et une très bonne santé, bien sûr. Bien. Merci. Alors, passons maintenant aux courses en cours au collège Jean Rostand. Au collège Jean Rostand, donc du Cateau-Cambrésis, on parle de projet courses en cours. Sont concernés donc des élèves de 3e. Au total, 25 équipes sont engagées dans le projet d'imaginer le véhicule du futur. Mais comment y parvenir? Les rôles sont répartis avec pour but essentiel savoir parler devant les gens. Mais vous allez tout comprendre dans les explications qui vont suivre. Un oral course en cours, un reportage de Claude Delcourt. Notre nom d'équipe est Mawa, qui signifie fleur en luyo. Mawa est raccordée avec notre thème, donc la nature. Notre équipe est composée de 6 filles, dont malheureusement une est partie. Je me présente, je m'appelle Soal, je suis la chef d'équipe. Mon but
est de gérer le projet, gérer le budget, aider mon équipe et à faire en sorte que le projet avance bien. Alors Monsieur Delos, professeur de technologie au collège Jean Rostand. Alors aujourd'hui nous accueillons donc le comité de pilotage de course en cours Académie de Lille. Nous avons aussi la chance d'accueillir parmi nos jurys des parents d'élèves. Et donc nous avons 25 équipes engagées dans le challenge course en cours et nous allons sélectionner aujourd'hui 3 équipes qui vont pouvoir participer à une revue de projet qui aura lieu le 3 février à l'IUT-GMP de Valenciennes pour notre part. Et ensuite, parmi ces 3 équipes, on va en sélectionner une pour représenter le collège au challenge académique et cette fois-ci à l'IUT-GMP de Lille. Donc course en cours, c'est un projet qui consiste à créer le véhicule du futur. On constitue des équipes, enfin les élèves constituent des équipes de 4 à 6 membres et avec différents rôles. Et je pense que les élèves vont vous présenter ces différents rôles. Et ensuite, ils doivent créer, fabriquer un véhicule de toutes pièces et participer à différentes épreuves. Bonjour, donc Madame Clément, je suis vice-présidente de l'association des parents d'élèves du collège de Le Cateau ainsi que du lycée. Donc nous, les parents, nous avons été invités à participer au jury. Donc c'est une très belle expérience. On voit un peu l'intérieur du collège, toutes les activités qui sont proposées aux enfants et voilà, c'est une très belle expérience. Bonjour, Frédéric Dedecan, je suis inspecteur de l'éducation nationale en sciences et techniques industrielles et membre du comité de pilotage course en cours de l'Académie de Lille. Donc nous venons ici aujourd'hui pour soutenir l'enseignant et l'établissement qui est fortement investi dans ce concours puisque on a 2 établissements qui présentent beaucoup d'équipes et l'objectif c'est de faire une présélection en interne pour pouvoir avoir une représentation à la revue de projet du 3 février et à la finale académique qui aura lieu le 6 mai à l'IUT de Villeneuve-d'Ascq. Alors on est là pour valoriser le travail des jeunes parce qu'ils sont toutes et toutes fait un beau travail, hein, donc ça va être difficile de juger pour limiter le nombre d'équipes hein, puisqu'on voit des beaux projets et surtout moi ce qui m'intéresse le plus c'est la dimension pédagogique de ce projet, hein, des jeunes qui travaillent ensemble sur un mode collaboratif, qui se partagent des tâches, qui ont une cohésion d'équipe, voilà, donc c'est une dimension pédagogique importante. Il y a beaucoup de critères. Aujourd'hui, on va mesurer l'avancement du projet, la qualité de la présentation orale, la modélisation qu'ils ont réalisée, le diaporama, la vidéo, pour pouvoir après, dans la deuxième étape, la création de leur logo qu'on a vu aussi aujourd'hui, mais leur costume, le stand qu'ils vont devoir réaliser, puis les différentes épreuves qui les attendent le jour de la finale académique. Voici certains croquis de Gina et Mélina, où Pauline s'en est tenue compte pour créer la modélisation en 3D. Voici la modélisation en 3D faite par Pauline grâce à SolidWorks, qui est un logiciel de conception. Du coup, Pauline s'en est tenue pour créer la modélisation. Elle a choisi cette couleur vert pastel, vert pomme pour représenter la nature. Elle a eu certaines contraintes avec le règlement avec des dimensions précises. 350 mm pour la largeur, pour la longueur, 280 pour la largeur et 180 pour la hauteur. J'ai imaginé un scénario avec un ours, car l'ours représente la faune et du coup nous nous sommes inspirés pour notre film. Je m'appelle Gina d'Angremont. Je m'appelle Mélina Vanchon, j'ai 14 ans et je suis une élève du collège de Rostand. Bonjour, je m'appelle Soa Nouriel, j'ai 14 ans, je suis aussi une élève du collège Jean Rostand. Je suis Pauline Petit et j'ai 14 ans et je suis aussi une élève du collège Jean Rostand. Alors, donc aujourd'hui, vous avez fait quelque chose de bien précis, expliquez-moi un petit peu. Aujourd'hui, nous avons présenté un oral pour présenter notre projet course en cours, qui est un projet pour présenter une voiture avec chacun un rôle bien précis. Oui, c'est ça. Rappelez-nous un petit peu les différents rôles et qu'est-ce que vous avez... Moi, je suis ingénieure de conception 3D et mon rôle, il consiste à concevoir et modéliser la voiture en 3D. Je suis ingénieur fabrication essai et ingénieur système numérique, donc il consiste à gérer l'informatique et tester la voiture.
Je suis responsable communication et sponsoring et mon rôle consiste à rechercher les sponsors et gérer notre site internet. Du coup, moi, mon rôle, c'est chef d'équipe. Du coup, mon rôle consiste à aider mon équipe, gérer le budget, gérer un peu tout et faire en sorte que le projet avance bien. Et donc le projet, ça va? Oui, il avance bien. On est un peu en tête aussi de course en cours. 158 points. Alors donc aujourd'hui vous êtes passé devant certaines personnes. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé. On était un peu stressés. On pense que ça a été et on espère aller le plus loin possible. Alors qu'est-ce que vous allez retenir de cette aventure pour l'instant? Qu'on a appris plein de choses à utiliser le numérique, comme faire des diapos ou gérer un site internet. Et on a aussi renforcé nos liens amicaux, je pense, parce qu'on a dû énormément s'entraider et que chacun se sente à sa place dans l'équipe. On a aussi appris à modéliser une voiture et des jantes pour aller au concours avec cette voiture que nous avons modélisée. On a aussi pu apprendre à créer un storyboard et travailler en groupe et s'entraider. Alors est-ce que ça va être utile pour le futur, pour vous, à votre avis, tout ça? Moi, je pense que ça va être utile parce que dans le monde actuel, on a beaucoup besoin de l'informatique. Tout passe par Internet, souvent, et oui, ça pourrait nous servir plus tard. Ça pourrait essayer de nous apprendre à des choses, à d'autres personnes qui n'arriveraient pas à faire des choses comme nous, on a appris. Et peut-être plus tard, ça peut encore changer et montrer nos talents qu'on a appris en 3e. Puis donc, la dernière question, est-ce que vous êtes fiers de vous? Moi, je pense que oui, on est super fiers de nous. On sait que on est toujours là pour les autres, on a envie d'aller jusqu'au bout, oui, on a envie de gagner, faire en sorte pour tout qu'on fasse. Et maintenant, parlons des 100 ans de Madame Villain. Dernièrement, les élus ont accompagné Madame Manès Joël au trèfle d'argent pour fêter les 100 ans de Madame Villain qui a eu la joie et le plaisir d'être bien entourée. Bien entourée d'autant plus que tous les dimanches, Madame Villain reçoit la visite de Mehdi. Au trèfle d'argent, un reportage de Claude Delcourt. « 100 ans d'écart. C'est une petite fille, la plus jeune de la famille. Alors ça fait combien de générations? Ah là, du coup, c'est son arrière-grand-mère. Ah, d'accord. Inès. Donc aujourd'hui, vas-y. Donc aujourd'hui, on est au trèfle d'argent pour célébrer les 100 ans de Madame Villain. Alors comme vous pouvez le constater, elle est entourée de ses enfants, petits-enfants. Merci à tout le monde. Elle est très contente d'avoir sa famille autour d'elle. Je sais, donc là c'est le... Du coup c'est son arrière-petite-fille. 100 ans d'écart, vous voyez. Alors je sais que tous les dimanches, Mehdi vient la voir, hein. Elle est très entourée par Mehdi et il lui apporte ses petits gâteaux. Il m'a toujours dit qu'il me laissait important. Ils sont notre colonie. Voilà, hein. Notre colonie du Mont-Saint-Michel. Vous lui avez donné beaucoup. Ah bah, ma maman c'était pareil. Il vous rend toujours notre colonie du Mont-Saint-Michel. Je peux vous donner pour qu'on le donne, hein, madame. Non, mais il vous rend ce que vous lui avez donné. Hein. Vous l'avez élevé. C'est comme son fils. Voilà. J'ai fait mon devoir. Ah. Mais c'est bien, vous avez bien réussi. Il est gentil. Il est très gentil, c'est vrai que je le connais bien, il est très très gentil. Il est gentil. Voilà. Eh ben, bon anniversaire à vous. Et puis, vous allez boire un coup avec nous? Oui, bien sûr. Et on vous a préparé un bon repas. Oh, merci, monsieur. De la musique, vous allez pouvoir danser. Avec ses enfants.
Comme Voilà. vous habitez au loin, c'est pas toujours évident. Et ils sont venus vous voir aujourd'hui, c'est spécial. Voilà. Hein. Qui est venu de plus loin alors? C'est loin. Vous êtes venu de où? De l'Oise. De l'Oise. Ah oui, 2 heures de route. 2 Ah bah. heures. Oui. Ça c'est aussi. Allez Pascal. Ça c'est le phénomène. Tu fais quoi? Ah, dis, son petit garçon à grand-mère. Je parle. Maman, j'ai longtemps que j'y arrivais. Ah bah vas-y. Hein. T'es qu'à la moitié de ta vie. Ouais, mais je vois pas le numéro. Bah, ma mère nous a élevés à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise, et puis elle a travaillé un peu. Et elle est arrivée au Cateau parce que mon père n'avait plus de travail dans l'Oise, donc il a trouvé du travail au Cateau. Ils sont arrivés là depuis 50 ans maintenant. Et puis voilà. Donc elle vous a élevé en fait. Oui, elle a élevé tout le monde. Ça, tout le monde, ouais. Même mes enfants, ils ont été chez elle. Donc non, elle a élevé tout le monde. Et donc vous dites quoi à votre mère qui fête ses 100 ans? Oh bah c'est extraordinaire, j'aurais jamais pensé que j'aurais ma mère à 100 ans, hein, jamais. Hein. Bon bah je sais pas l'exprimer parce que c'est tellement beau. Voilà. Merci beaucoup madame. Merci monsieur. Merci monsieur, dame. Merci, ça Et maintenant, la sélection des BD à la médiathèque. Allons tout de suite voir avec Aurélien qui propose la 3e partie des bandes dessinées disponibles. Tintin et autres, mais surtout une collection spéciale, par exemple des mangas et autres. Tout de suite à la médiathèque, un reportage de Claude Delcourt. Bonjour, bienvenue pour notre 3e partie pour présenter les BD de fin d'année. Donc c'est la première partie, présenter les emprunts que nous faisons au département. La 2e partie, présenter les nouveautés. La 3e partie sera plutôt consacrée à des BD plus historiques qui méritent un petit coup de projecteur parce qu'en fait, on présente souvent les nouveautés, mais parfois, comme on dit, hein, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et du coup, un petit retour sur ces BD-là. Donc la première, c'est Tintin. Donc là, c'est un don que nous avons eu de Cartésien. Donc une collection franchement remarquable, hein. Vous voyez la couverture en tissu, je ne sais pas si on voit la caméra, mais bon, c'est très doux. Et une BD assez conséquente. En fait, donc là je vous ai pris le secret de la licorne parce que c'est une de mes préférées. On a chacun un Tintin préféré. Et si vous avez l'histoire complète, hein, voilà. Vous avez chaque album est précédé d'une préface et suivi d'une postface. Donc pour les tintinophiles, hein, donc les fans de Tintin, mais même pour le grand public, hein, moi j'ai lu pour ma BD préférée, j'ai lu un petit peu les préfaces et les postfaces. Donc en fait sur les préfaces, souvent vous avez le contexte de la BD, mais dans le sens historique, parce que les Tintins ont une certaine profondeur. Hein. Donc là, vous avez un petit peu d'après d'actualité et certains secrets des sources. Donc par exemple ici, vous avez les secrets de Moulinsart. Donc il y a quand même un incontournable, le château de Moulinsart, qui est un incontournable de Tintin. Vous avez aussi justement le bateau de Rackham. Donc pareil, les quelques études qui ont servi à Hergé d'être au plus près du réel. Et sur ces différents personnages. Et du coup, ça amène une véritable profondeur et une meilleure compréhension. Et je vous dis, pour vos albums, votre album Tintin préféré, on va avoir toute la collection tout doucement, mais sûrement. Et du coup, on a déjà pas mal. Et du coup, ça sort pas trop mal. Ça remet un petit peu d'allant. Voilà. Donc là, c'est toute la postface. Donc il y a quand même une bonne vingtaine de pages. Une bonne trentaine de pages même. Donc l'album en soi et à la fin la postface. Donc là, ça sera aussi un petit retour. Donc en fonction des années d'édition. Donc là, c'est 42-43. Vous aurez
rappel historique, mais d'un point de vue littéraire en fait, sur ce que faisait Hergé en ce moment. Alors ce que faisait Hergé en ce moment. Donc là vous avez du Quiquet Fluc, ensuite vous avez les albums qui étaient parus à l'époque. Il avait fait une collection de cartes postales, donc voilà. Donc là c'est plus sur Hergé en lui-même que sur la bande dessinée. Avec un rappel pour les collectionneurs des différentes éditions du tome en question. Et les parutions de langue étrangère. Donc là c'est une préface vraiment orientée sur le fond de la BD et une postface sur plus sur la bibliographie. Voilà. Donc on prend les dons, et des dons comme ça, évidemment, très très précieux. Et un grand merci à la personne qui nous les a donnés, qui se reconnaîtra. Alors deuxième série, donc là c'est une série américaine. Alors pareil, on en entend un petit peu parler dans les médias, c'est une série qui a 40 ans. Ça ne nous rajeunit pas. 13. Alors une série qui est bien connue des amateurs de bande dessinée. Qui sort plus trop parce que justement tous les amateurs de bande dessinée l'ont déjà lu en long et en large. Mais elle mérite vraiment un petit coup d'éclairage. Donc 13, qu'est-ce que c'est? Et bien 13 en fait c'est une sorte d'agent secret qui se réveille échoué sur un rivage forcément, et totalement amnésique. Et très vite, ses aptitudes de tueur, d'agent secret vont rejaillir. Et d'ailleurs il est pourchassé dès le début. Donc vous avez dès le début de l'action et du mitraillage. Et en fait la BD la série est complètement là-dessus, donc avec des genres de complots. C'est un petit peu un James Bond, mais en mieux. Et c'est une super série qui est mondialement reconnue. Donc il y a plusieurs cycles. Évidemment, le premier cycle, c'est le meilleur. Et il se trouve qu'on a le premier cycle complet. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Pour ceux qui voudraient redécouvrir. Alors je crois que c'est 14-15 BD. Donc il y a un petit peu de lecture quand même. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de vous faire un petit thriller avec de l'action, vraiment la James Bond. C'est le James Bond de la BD en fait, 13. Et savoir qui est ce personnage amnésique. Parce qu'en fait on a envie de savoir, c'est très bien écrit. Voilà. C'est une BD qui n'a franchement pas vieilli. Alors, tellement que c'est une bonne BD, je me permets de rajouter un petit focus sur les cahiers de la BD. Donc, les cahiers de la BD, c'est un magazine qui parle de la BD, donc qui ont une parution qu'on prend assez régulièrement, pas tout le temps, mais qui ont aussi des hors-séries qui sont à thème, et on en prend quelques-uns. Et ils en avaient fait un sur 13 il y a un certain temps. Alors ça c'est pour ceux qui ont déjà lu 13, ou ceux qui veulent se le relire. Vous avez tout plein de secrets, un petit peu l'image du Tintin précédent que je vous présentais. Et c'est pour approfondir l'aventure et connaître des secrets de création, c'est absolument génial. Voilà, donc là, une quarantaine de pages, cinquantaine de pages sur ce personnage mythique de la BD. Voilà. Donc voilà, donc ensuite on va attaquer une deuxième série. Donc là ça sera une série historique, donc Murena. Alors pareil, ça c'est une série, bon elle n'a pas 40 ans, mais elle doit bien avoir sa 15-20 ans. Alors ça se passe à l'époque romaine. Donc là, donc pareil, graphiquement on est sur des BD d'un niveau excellent, parfait. Et ça se passe à l'époque de Cléon. L'empereur fou qui brûle Rome. Et Murena, en fait, c'est un genre de 13, justement, un héros qui survit comme il peut à cette époque parmi les intrigues romaines, parce qu'on est plutôt dans la cour, dans l'arrière-cour, j'ai envie de dire, de l'empereur.
Alors elle a une particularité, cette BD-là, c'est qu'elle est faite avec un historien. Et en fait, chaque élément que vous allez voir, en fait, chaque planche, chaque case, il y a un point d'honneur qui est fait à ce qu'elle soit, qu'elle soit respectueuse de l'époque. Hein. Tous les objets, les bâtiments, les tenues, tous les personnages, c'est une BD qui se veut rigoureusement historique. Donc en plus d'être une excellente série, c'est une BD qui a un petit intérêt historique, et pour les fans de l'époque gallo-romaine, enfin surtout de Rome en fait, c'est, je veux dire, en plus de l'intrigue, qui est franchement pas mal, vous avez un contenu, un fond qui est historiquement respecté. Voilà, donc là on est au tome 12, donc je crois qu'on arrive à la fin de cette série, et on arrive à la fin de cette série. Et vraiment, je vous invite à vous replonger dedans. Parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et bon, il y a eu des changements. Malheureusement, il y a eu un décès dans les auteurs originels. Mais le flambeau a été repris de manière à la hauteur des premiers tomes, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une BD qui est quand même réservée au public adulte. Les Romains étaient connus pour leur pratique aussi sanguinaire que réservée aux adultes, quoi. Voilà. Donc, Nu Rhéna en 12 tomes. Et du coup, je vais poursuivre avec cette dernière série. Donc là, c'est un diptyque, donc une BD en 2 tomes. Donc c'est pas tant cette BD-là en particulier, c'est simplement que je peux pas vous montrer le fond, parce que je voudrais vous parler des BD adultes. Donc dans les auteurs de BD adultes, vous avez Milo Manara, qui est la référence. Donc dans le Caravage, qui est une excellente BD, donc le Caravage, vous connaissez peut-être de nom. En fait, c'est un auteur italien de la Renaissance qui a mis qui est l'un des premiers à avoir, le premier, je pense même d'ailleurs, à avoir exprimé le nu. À une époque où toutes les productions étaient religieuses. Et lui, il a mis le nu en avant. Et donc Milo Manara, qui est l'un des, qui est connu pour ses productions. Olé olé pour adultes, hein. En fait c'est un juste hommage en fait. Voilà. Donc le Caravage qui a une vie assez le Caravage qui a le mérite qui a une vie trépidante en fait, hein. Donc c'est vachement intéressant au niveau historique pour cet auteur. Et en plus on sent que Milo Manara a fait cette BD avec sérieux, comme toutes ces BD de toute façon. Et voilà. Et pour vous dire en fait que nous avons aussi des BD dans la lignée directe et plus tranchée de BD pour adultes. Bon, qui sont rarement en rayon, hein, évidemment, hein, donc il faut les demander, en particulier vous me les demandez, hein, je les connais, je connais bien ces BD-là et je saurais vous donner, en fonction de vos intérêts, de vos envies, des BD qui sont plus ou moins engagés. Voilà, bon, je tourne assez vite, hein, mais voilà, je m'arrête un petit peu. Donc voilà, donc Milo Manara, le Caravage, et voilà, c'était pour vous parler un petit peu du fond pour adultes. Alors, dernière œuvre que je voulais vous présenter, donc là, on va partir dans l'horreur. Donc l'horreur, même si j'en ai une du département que je vous ai présenté, La Route de Manu Larsenet, la BD n'est pas très connue pour ses œuvres d'heures vraiment immersives. Par contre, il y a une production à l'heure actuelle qui se passe dans le manga. Donc on a 3 histoires. Et en fait, ce sont une nouvelle fois des adaptations. Donc là, c'est les adaptations du maître de l'horreur, hein, Lovecraft. Alors Lovecraft qui a
développer tout un univers qui sera en parallèle du nôtre, où des êtres titanesques et monstrueux ont vécu sur Terre il y a des millénaires. C'est des extraterrestres, mais qui vivent aussi dans des plans différents et cherchent à revenir sur Terre pour dominer le monde. Donc il y a tout un univers, je vous fais un résumé, hein, tout un univers avec des plans tortueux, des angles impossibles, des choses indescriptibles, donc c'est un peu des leitmotifs dans les textes de Lovecraft. Et vous avez Gu Tanabe, qui reprend donc ces nouvelles, c'est souvent des textes assez courts, et pour produire un manga absolument remarquable. Donc on plonge dans l'horreur et moi je suis pas fan de Lovecraft, hein, parce que Lovecraft assez fan, sa fan base. J'aime bien cet auteur parce que je trouve qu'il écrit bien et que ses textes sont justes et nous immergent bien dans l'horreur. Et là il faut reconnaître que c'est la première fois que je vois une adaptation qui nous plonge vraiment dans l'œuvre de Lovecraft, avec des choses indescriptibles et des abîmes sans fond. Alors c'est un manga, c'est écrit dans le sens de la gauche vers la droite. Alors je suis vraiment pas habitué à cette écriture-là. Mais au bout de 10 pages, en fait, le cerveau il s'adapte et globalement ça va. Après de temps en temps on a une case qui coince parce que forcément le cerveau a ses habitudes. Mais c'est incroyable comme le cerveau est malléable et je vous dis au bout d'une dizaine, 10-12 pages, la lecture elle devient fluide en fait. Et vraiment, c'est une série alors qui n'est pas beaucoup empruntée, c'est marrant, les lecteurs de manga ils aiment pas trop ils sont pas trop orientés horreur. Et l'horreur en fait aujourd'hui c'est surtout dans les films que ça se passe. Pas dans la bande dessinée, il n'y a pas de public parce qu'il n'y avait pas de fond. Mais malgré tout, ce manga-là, cette série de mangas, elle est exceptionnelle. Donc on a 4 histoires complètes. C'est des mangas qui coûtent assez cher, donc on n'ira pas plus loin. Mais le département, pour boucler la boucle, hein, le département en achète aussi, et au besoin, on peut en emprunter, et pour ceux qui voudraient prolonger l'aventure. Vraiment, si vous voulez vous faire une petite lecture, une plongée dans l'horreur, c'est absolument une BD, c'est du manga qui tombe vraiment, qui tombe du ciel. En fait, je me trompe, c'est avec le titre du prochain. Donc voilà. Donc merci pour votre attention et en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, parce que c'est les présentations des BD de fin d'année. Voilà. Atterrissons maintenant aux archives de Beffroi Vision. Cette année-là, une vedette du monde du foot, contactée par une grande surface, passe un bref séjour dans la cité de Matisse en visitant des endroits significatifs, signant des autographes. On peut dire que c'était des moments d'euphorie collective. On ouvre donc la page. Thierry Roland visite la ville. Un événement organisé par un supermarché cartésien. Oui, on a 20 minutes. Non. Allez, la visite en 20 minutes. Non, 21, 22. La pâtisserie, ils sont allés voir Matisse à Paris. À l'origine, c'est-à-dire il a vraiment grandi avec ça. Vous savez peut-être aussi une plus grande. Il y a une chambre complète qui est consacrée au tissu. Bonjour Monsieur Thierry Roland. C'est ce qu'il y a des supporters de Lens cet après-midi. Entendez-vous les supporters chanter allez les soyons, allez les soyons, vous êtes les plus forts. Bravo, bravo. Quel est ton prénom? Je laisse saluer Thierry Roland. Oubliez nos soucis.
gentil. Et nos petits-enfants vous adorent. J'espère que vous continuerez sur la même voie et qu'on vous verra toujours quand même à la télé. C'est très gentil, madame. Merci beaucoup. Bravo, Thierry. Comment vous avez eu l'idée d'appeler Thierry Roland dans notre milieu ici? Oh, bah écoutez, pour être franc, l'idée n'est pas de moi. L'idée, c'est le travail de toute l'équipe du magasin qui s'était dit comment faire quelque chose d'original à Noël, qui soit pas la réédition permanente du Père Noël qui arrive avec son âne, qui descend de l'hélicoptère ou de son nuage ou qui arrive en voiture, ce qui est encore moins bien. Donc on a cherché quelque chose d'original et dans les équipes, on avait des gens très présents dans le milieu du football, notamment au Cateau, et qui ont eu l'idée de faire appel à une vedette du football, et alors la vedette des vedettes, l'homme sans qui le football ne serait pas ce qu'il était, Thierry Roland, et donc ben voilà, on l'a contacté, il a accepté de venir, et on a en effet le plaisir de pouvoir faire un Noël pour les enfants original avec Thierry Roland. Il a accepté sans difficulté? Sans difficulté aucune. Bon, bien sûr, il y a des canaux, ces gens-là sont pas libres à n'importe quel moment de l'année. Il a fallu passer évidemment par ses agents et des démarches nécessaires, mais sinon, il est venu avec plaisir. Et depuis ce matin, il se promène et dans l'Intermarché et avec nous dans le Cateau pour voir les curiosités. On a fait un petit saut au musée, à la brasserie, etc. Et il est enchanté de sa visite du Cateau et de son contact avec les Catésiens. Et pour ne parler que du magasin, sa présence a eu de l'impact? Oui, oui, bien évidemment. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure lors de sa venue. Bon, je ne vais pas parler d'hystérie, mais en tout cas, ça a été un bon moment de présence. Il y avait beaucoup de monde qui l'attendait, beaucoup de jeunes, et c'est très sympathique, en effet. Bon, vivement l'année prochaine pour une autre trouvaille. Vivement l'année prochaine. C'est vrai que depuis tout à l'heure, quand on a vu le monde agglutiné autour de Thierry Roland, on se dit comment faire mieux l'année prochaine, et on va y travailler dès demain matin. Comme un commerçant qui est implanté depuis longtemps au Cateau-Cambrésis, ce que je voudrais évidemment, c'est présenter mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur à tous les Catésiens. Qu'est-ce que tu penses de Thierry Roland? Il est très gentil, je l'aime bien. J'aime bien quand il passe à la télé. T'es content? Tu as un ballon? Oui. Tu vas en faire de ton ballon? J'ai joué avec au foot. Attention que la signature ne se passe pas. Voilà, mesdames, messieurs, notre journal est à présent terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Pour mieux comprendre, veuillez nous retrouver dans les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, Dailymotion. En ce début d'année donc, je vous adresse mes vœux les plus sincères, ainsi que ceux de toute l'équipe de Beffroi Vision pour 2025.